Chers amis du Club des Hommes en Noir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Très heureux de vous retrouver. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour, monsieur. Je le disais la dernière fois, vous êtes l'auteur d'un ouvrage récent, Les Vertus méditées aux éditions Via Romana. Donc c'est un livre que évidemment nous conseillons vivement. C'est une méditation, c'est une présentation en fait de ce qu'est la vertu en général et des grandes vertus cardinales et théologales. Oui, mais ce n'est pas du tout un traité théologique, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est pour rassurer ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. N'hésitez pas à en faire votre lecture de carême. C'est pas une pénitence non plus. J'accueille, je vais continuer. Également Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour aux éditeurs. Merci de votre présence. À côté de moi, à ma gauche, l'abbé Marc Gelfucci, monsieur l'abbé ou monsieur le chanoine, puisque vous portez ce titre également. Bonjour. D'accord, on va pas insister sur cette thématique. Et puis l'abbé Claude Barthes. L'extrême gauche. Comme il va de soi, à l'extrême gauche, et tout de suite vous entrez dans le vif du sujet par le positionnement politique en fait. Non, aujourd'hui nous allons parler, si vous voulez bien, je vais vous faire parler de la constitutionnalisation de l'avortement. Peut-être que je vais donner la parole d'ailleurs à Guillaume de Thieulois pour qu'il nous rappelle pourquoi nous sommes confrontés à ce sujet, en fait, qu'est-ce qui a amené la France, plus exactement le personnel politique français, et peut-être plus précisément le gouvernement, à vouloir inscrire dans la Constitution de la Ve République révisée un certain nombre de fois déjà, cette question de l'avortement. Alors, le déclencheur, ça a été le renversement de la jurisprudence de la Cour suprême aux États-Unis, qui donc a été renversée il y a 2 ans à peu près. L'arrêt Roe contre Wade, qui rendait l'avortement légal dans tous les États, ça devenait donc un droit en 1972, a été renversé. Et donc maintenant, c'est aux États de décider s'ils veulent et dans quelles conditions autoriser l'avortement. Je précise que l'avortement n'est pas interdit aux États-Unis. Il s'en faut beaucoup. Il y a des États où c'est autorisé jusqu'à 9 mois. Hein. Donc il faut garder ça en tête parce que dans n'importe quoi du débat public français, on a dit regardez, c'est très grave, l'avortement est interdit aux États-Unis, il y a des gens qui vont mourir des avortements clandestins. C'est du pipeau. Mais bon, voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Oui, non, mais c'est un élément important. Absolument. Et donc, à côté de ça, il y avait, c'était une très vieille revendication de l'extrême gauche. En gros, tous les ans, il y a une proposition de loi qui revient soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Donc on est revenu en France, là. Oui. Qui dépose en général 2 grands sujets. Le premier, c'était introduire dans la Constitution l'avortement, et supprimer la clause de conscience secondaire sur l'avortement. Alors, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais les médecins en France ont une clause de conscience. Ils ont... par construction, ce métier-là ne peut pas être obligé à faire quelque chose contre sa conscience. Et en plus, il y a une clause de conscience secondaire pour l'avortement, parce que l'avortement, quand ça a été légalisé en France, était considéré comme un meurtre. Je rappelle que ça a été une dépénalisation d'un meurtre, la loi Veil. Et donc, puisque c'était un meurtre, il fallait en face que les médecins soient encore plus protégés. Et donc, le principal enjeu de la constitutionnalisation de l'avortement, c'est ça. C'est est-ce qu'il va être possible de maintenir la clause de conscience secondaire, première chose, et 2, est-ce qu'il va continuer à être possible de s'opposer à l'avortement dans le débat public. Ça, c'est le débat d'aujourd'hui. C'est le débat d'aujourd'hui. Alors, tout le monde nous dit non, mais rassurez-vous, rien ne va changer. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu les débats à l'Assemblée, notamment Dupond-Moretti a beaucoup insisté là-dessus, rien ne va changer, mais il n'est pas en mesure de garantir, il a refusé d'ailleurs de garantir que la clause de conscience secondaire sera maintenue. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela, donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors merci pour cette présentation. Donc si j'ai bien compris, une décision dans un pays autre que la France a des répercussions directes sur la vie politique française.
par jeu idéologique et médiatique, ça tombait bien pour eux de faire c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion. Aujourd'hui, alors au moment où nous enregistrons, nous en sommes où dans la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat? L'idée, donc, c'est de le mettre dans la Constitution. Vous savez qu'il y a deux façons de changer la Constitution. Il y a le vote du Congrès et le référendum. Donc là, on n'a pas choisi le référendum. Enfin, le président n'a pas choisi le référendum. Et donc, on doit voter à la majorité à l'Assemblée, à la majorité au Sénat, le même texte. Et une fois que les deux assemblées ont voté, il y a une réunion du Congrès et à la majorité des 3/5, ils doivent voter de nouveau le même texte. Aujourd'hui, ça a été voté à l'Assemblée, un texte qui est assez proche de celui qui était sorti du Sénat quelque temps plus tôt. Alors là aussi, c'est très c'est très compliqué, mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'il nous éclairer. À l'origine, c'est une proposition de loi donc d'initiative parlementaire. Une proposition de LFI en l'occurrence, il y avait donc LFI et Macron, LREM qui était en concurrence pour la proposition de loi, mais c'est la proposition de loi de LFI qui a été débattue. Et au Sénat, ils avaient trouvé malin, enfin moi j'avoue que je trouve que c'est vraiment de la finasserie, mais peu importe, ils ont trouvé malin de supprimer la logique de droit à l'avortement et de parler de liberté de l'avortement. Et donc c'est à partir du texte de la majorité de droite du Sénat qu'on est reparti sur un projet de loi, cette fois d'origine gouvernementale. Et donc, a priori, le Sénat est mûr pour voter ce texte-là, puisque c'est en gros son idée. Donc a priori, ça va être inscrit dans on va échapper à la constitutionnalisation de l'avortement. Même si le Sénat se fait un peu tirer l'oreille en ce moment, mais je pense que c'est plus pour... ce qui demandera, pour rester encore dans un aspect technique, la réunion du Congrès. Pour augmenter les enchères. Voilà. Je pense que... En fait, il y a autour de ça pas mal de questions sur le statut du Sénat. J'en parle d'autant plus volontiers que j'en viens. Mais le Sénat, il n'est pas évident que ça serve encore à quelque chose. Et donc, le président du Sénat en particulier a dit qu'est-ce que c'est que cette façon de nous mettre un pistolet sur la tempe, parce que le président de la République avait annoncé une réunion du Congrès autour de la journée des femmes, ou je sais pas quoi, et donc, évidemment, ça voulait dire que le vote du Sénat était acquis d'avance. Et donc, le président a dit c'est quoi ces façons de nous forcer la main. Donc, le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, moi, ma question au prêtre merci Guillaume de ce topo, si je puis dire, c'est quelle est l'attitude que nous devons avoir comme catholiques face à ce sujet de la constitutionnalisation? Est-ce que ça change quelque chose pour nous, vraiment, au-delà de la question des médecins, qui est vraiment intéressante? Dans la clause de conscience, il y a deux aspects. Il y a la clause de conscience secondaire des médecins, mais il y a aussi, vous savez que depuis 20 ans à peu près, on a durci très lourdement. Avant, la propagande, avec la loi Veil, la propagande de l'avortement est interdite. Et depuis la loi Neyert, ce qui doit être début des années 90, contre notamment le docteur Dor, on a interdit de prier devant les avortoirs, et puis maintenant on a interdit ce qu'on appelle les délits d'entrave numérique, c'est-à-dire le fait de s'opposer sur les réseaux sociaux, ou sur Internet, à l'avortement. Alors c'est pas hyper clair d'ailleurs le statut de cette loi, mais enfin peu importe. Et donc il y a un sujet sur la conscience des catholiques et de tous les croyants d'ailleurs, parce que c'est assez généralement partagé, l'opposition à l'avortement, le fait est-ce qu'on pourra encore s'opposer publiquement à l'avortement. Et est-ce qu'on pourra enseigner au catéchisme? Absolument. Voilà, donc absolument. L'école sous contrat. Absolument. Ça fait partie des choses. Oui, donc, la question c'est... Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Ça change oui. quelque chose. Donc, bien sûr, il faut être contre la constitutionnalisation de l'avortement, pour ces raisons, mais relativement. C'est-à-dire en disant, dans le fond, ça ne change rien, c'est contre l'avortement qu'il faut être, et même au-delà, contre le fait que la loi puisse décider sur la loi naturelle. Autrement dit, le problème de fond, et du fond, c'est le régime de la démocratie moderne. Et ce sont les droits de l'homme. Quand en 1958, la Constitution a été présentée au vote des Français par référendum, un évêque, un seul, mais l'évêque de La Rochelle, a protesté sur ce point-là, sur le fait que la Déclaration des droits de l'homme faisait partie de la Constitution et qu'on ne pouvait pas voter pour un seul évêque finalement, donc La Rochelle, que son nom m'échappe maintenant, mais ça va nous revenir. Il n'y a pas eu d'avancement.
Non, mais enfin, donc, disons qu'à l'époque, c'était concevable. On pouvait le dire dans le débat public, ce jour-là. Vous imaginez aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. Effectivement. Père Thomas, vous, comment vous réagissez face... Alors, je vous avoue que on a toujours l'impression d'avoir atteint le fond du fond dans notre pays. Et puis, en fait, il n'y a pas de fond. Enfin, l'abîme est vraiment impressionnant. Moi, j'ai... Une nouvelle comme ça me plonge dans l'épouvante. Vraiment. Pas dans le désespoir, évidemment, mais dans l'épouvante. Et je me dis, c'est peut-être ce qui a saisi aussi les apôtres et les témoins de la crucifixion de notre Seigneur, quand ils ont pensé que, en fait, voilà, tout est perdu, voilà, plus rien n'a de sens. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce... Alors après, il y a eu la résurrection, évidemment, mais qu'on est un peu dans ce climat. Et comme Monsieur l'abbé Barthes, alors bien évidemment, il faut continuer, comme on peut, avec nos pauvres moyens, à parler à temps et à contre-temps, à lutter avec les moyens qu'on a, qui sont maintenant légalement très très limités. Mais ça ne résout pas le problème. Et comme Monsieur l'abbé Barthes, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que il faut changer de régime. Oui, mais c'est encore moins facile de changer de régime que de critiquer l'avortement, si je puis dire. Peut-être pas, parce que on voit bien. Alors bon, c'est un autre débat évidemment, mais il me semble qu'on assiste aujourd'hui à l'agonie du régime républicain français. Je ne dis pas que la République en soi soit un mal, la démocratie moderne, voilà, mais telle qu'elle est en France, elle est aux abois, cette République, et cette 5e République. Vous trouvez qu'elle est aux abois ? Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est bien installée, qu'elle peut se permettre à peu près tout. Oui, vous avez raison. Oui. Vous avez raison, parce que tout ça est suicidaire. Oui. Ce fait, par exemple, de continuer un peuple qui ne fait plus d'enfants, par exemple, et qui en plus les tue. C'est un effet. Oui, c'est ça. Enfin, mais tout de même, on est aussi au sommet de ce qu'est la démocratie entendue au centre d'Occident. Oui, oui, mais vous vous rendez bien compte qu'avec les problèmes qui existent dans la société française, tout ça est en train d'être ébranlé, ô combien. Donc il y a les apparences, mais la réalité c'est que les fondations sont très vermoulues. On peut arriver assez rapidement au chaos. Voilà. Alors là, s'il y a des hommes pour se saisir encore faut-il qu'il y ait des hommes. Enfin, si, alors oui. Et s'il y a des évêques aussi, je pense. Mais dans les périodes de chaos, de cataclysme, etc., à ce moment-là, il y a des hommes providentiels qui surgissent. Je vous entends. Parce que tout le monde n'est pas lâche. Oui. Tout le monde n'est pas lâche. Mais il faut d'abord passer, je pense, par cette tribulation. Et c'est quand même terrible de penser que, avant de passer par cette grande tribulation, eh bien, il faut connaître de telles lois qui sont des lois, mais enfin complètement immorales et complètement criminelles. C'est-à-dire que... Monsieur Léby, on ne vous a pas encore entendu. Bien, le régime parlementaire, enfin le régime démocratique, représentatif, c'est-à-dire qu'actuellement, tout se pourrit. Quand on parle d'une république aux abois, c'est que actuellement le peuple français n'a plus de confiance dans le caractère représentatif de ses députés, de ses sénateurs, de ses maires, sauf des individualités ou des confiances. Et donc ce manque de confiance peut aboutir à l'effondrement de la Ve République. Mais de la même, ce que la loi naturelle nous enseigne, c'est qu'il peut y avoir un système monarchique où un chef a la responsabilité du bien commun et a la confiance de son peuple. Il peut y avoir un système aristocratique où un ensemble de personnes gouvernent avec la confiance du peuple, et un système démocratique où les représentants élus, comme en Suisse, gèrent le bien commun. Mais il y a une loi, et Monsieur de Moulin-Beaufort avait dit la loi de Dieu est plus importante que la loi votée par le Parlement. Il a été convoqué par le ministère de l'Intérieur, alors que c'est une vérité. Et dans les cantons suisses démocratiques catholiques, les lois qui étaient votées n'allaient jamais contre la loi divine qui était votée. Et donc, la question maintenant est de savoir comment on va continuer à, du fait du droit de l'homme absolu, aller contre Dieu, contre la nature, contre la vérité,
contre la vie morale et encourager la faiblesse humaine, puisqu'il y a des drames, il y a des femmes qui sont violées et qui tombent enceintes. Comment on va s'occuper d'elles ? Comment on va leur faire accepter que cet enfant n'y est pour rien et qu'il est innocent ? Ou alors lui permettre, si c'est trop odieux de le garder, de le confier à l'adoption ? Comment on va aider des personnes dans une grande pauvreté, une grande détresse, à recevoir leur enfant ? Ou à les confier à l'adoption. La réponse est donnée justement par la constitutionnalisation de l'avortement. On va pas les aider. Mais alors, pour être un peu apocalyptique quand même, en 1917, la Vierge Marie nous dit que la Première Guerre mondiale est due à nos péchés. Et elle dit aux 3 petits-enfants, vous en aurez une pire si vous continuez à pécher, et une nuit éclairée l'annoncera. Et ça, c'est dans les documents reconnus de l'apparition de Fatima. Et en 1938, vous avez eu une aurore boréale qui est descendue jusqu'au Portugal et le ciel était éclairé en pleine nuit. Et puis, là, vous avez Notre-Dame d'Akita, qui est reconnue, qui est le Lourdes du Japon, avec l'évêque du lieu et le Saint-Siège. Et la Vierge Marie nous dit, si vous continuez à pécher, vous aurez un châtiment pire que le déluge, et une grande partie de l'humanité va périr par le feu. Et donc, si vous voulez, à force de titiller le bon Dieu, vous avez une association qui a envoyé des petits bébés par la poste. Petits bébés par la poste. Oui, des petits embryons formés de 2 semaines par la poste aux sénateurs et aux députés. Il y en a qui voulaient faire une action judiciaire contre lui. Je ne sais plus quelle est cette association. Ils ont envoyé en plastique un petit embryon. Vous avez eu peur. C'est comme ceux qui ont à la boutonnière les 2 petits pieds d'un enfant de combien de jours ? 2 semaines ? De l'âge de l'avortement, ça devait être 3 mais même 2 semaines. À 2 semaines, vous avez des petits pieds qui sont parfaitement formés. Vous avez quelqu'un qui s'est converti, une infirmière qui s'est convertie, parce que lorsqu'elle met les embryons dans le broyeur, dans l'avortoir où elle vivait, où elle travaillait, tout d'un coup, il y a un petit pied qui est tombé devant elle sur la table. Et le pied était parfait. Il était minuscule, mais il était parfait avec tous les... Et pof, elle a quitté l'avortoir. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Monsieur Weber, vous vouliez réagir pendant... Je voulais réagir pour dire que nous sommes d'accord, et que l'abbé Guelfuchet, à juste titre, distingue le régime de... C'est une vieille distinction, effectivement, oui. C'est très importante, parce que quand on parle du ralliement, on se gourre là-dessus, parce que... On parle pas du ralliement, là. Non, je ne sais pas si vous avez saisi. Mais c'est sous-jacent. Et donc, il faut bien distinguer. C'est pourquoi nous disions, le père Thom et moi, la démocratie moderne. C'est bien sûr la démocratie. C'est ça, oui. C'est la remarque que vous vouliez faire. C'est le point important. Alors, qu'est-ce que vous entendez par démocratie moderne, donc ? C'est les principes de 89, quoi. Voilà, de la Révolution, celle des droits de l'homme. C'est la loi et l'expression de la volonté générale. C'est à partir du moment où on considère que la représentation nationale a le droit de faire n'importe quoi. Et moi, je l'ai testé plusieurs fois. Et je me souviens en particulier au moment de la loi Taubira, j'avais été voir les 10 à peu près plus conservateurs des sénateurs UMP. Comme j'étais l'assistant du président, ils m'écoutaient. Mais je leur ai dit, on pourrait faire, pendant la discussion générale, on pourrait faire un texte pour dire que le Parlement n'est pas compétent. Eh ben, sur 8, à peu près 7 m'ont dit, mais je comprends pas évidemment que le Parlement est compétent. Aucun des plus conservateurs, donc catho-pratiquants, etc., ne comprenait pourquoi le Parlement n'était pas compétent pour définir le mariage. Ce qui est... l'effondrement culturel, on mesure pas ça. Hein, mais l'effondrement politique, principalement. Et le seul qui ait compris, c'est l'actuel président du groupe UMP, Bruno Retailleau, qui a tout de suite compris où je voulais en venir. Mais dit, Guillaume, on peut pas dire ça. Je dis, mais monsieur le président, si on peut pas dire ça, c'est qu'on a perdu avant même de commencer la bataille. Si on n'a pas le droit de dire que la loi naturelle s'impose au Parlement, on a perdu... Alors évidemment, je l'aurais dit intelligemment, on n'aurait pas dit saint Thomas d'Aquin exige que. Mais enfin, d'autant qu'il n'exige pas grand-chose. Mais c'est incroyable qu'on n'ait plus le droit de dire, ou que ça soit devenu inaudible au sein du Parlement, que évidemment il y a des lois supérieures qui s'imposent à nous. Oui, mais comme ces lois supérieures ne sont elles-mêmes pas reconnues par la Constitution, qui est la loi suprême,
de ce point de vue-là, vous... Non, mais bien sûr. Tout ça, c'est l'histoire. Mais alors, très bien, mais... Enfin, pardon. Nabil Gafouchi, dans sa thèse sur le mariage, a bien montré qu'il y a une évolution de l'opinion qui fait que, dans le mariage se détache peu à peu de la loi naturelle. Quand l'opinion reste favorable, on va dire, à la loi naturelle, à la loi chrétienne, alors les choses, tant bien que mal, fonctionnent. Et on a pu supprimer le divorce, on sait très bien, c'est la restauration qu'il a fait, mais ça a été conservé sous les régimes successifs jusqu'à la République, la troisième, qui a tout de suite rétabli le divorce. Mais la première loi de la Révolution française, ça a été le divorce. Exact. Alors, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que fondamentalement, les principes de 89, c'est le pur contractualisme. Si nous sommes dans le régime moderne, nous avons décidé, nous, entre pairs, PIRS, de constituer une société. C'est complètement délirant. Enfin, je ne sais pas qui peut croire à cette mythologie, mais en fait, il n'arrive pas à sortir de cette mythologie. Oui, bien sûr, c'est Rousseau. Et Hobbes. Mais aussi, fondamentalement, la laïcité du régime. Parce que non seulement fait partie de la loi naturelle le fait de, en effet, respecter les lois de la famille naturelle. Mais la première loi, la première table de la loi, le respect de la souveraineté de Dieu. Et donc le culte rendu à Dieu. Et à l'Assemblée nationale, on commençait les sessions par une prière. Alors, pardon, jusque dans la Troisième République.